Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui pour essayer de vous plonger un petit peu dans l'Écosse rurale du XVIIIe siècle. Et je souhaiterais commencer avec cette citation du grand historien écossais T.C. Smout. Donc, en rédigeant ces lignes dans les années 60 dans son classique History of the Scottish People, Smout cherche à expliquer ce qu'il perçoit comme une anomalie nationale. Alors que, comme d'autres avant et après lui, tels que Marx et Hobsbawm, Smout perçoit l'Écosse comme un exemple typique du développement d'un capitalisme agraire particulièrement vorace. Le paysan écossais n'a pas ou peu réagi à cette révolution agricole qui s'empare du pays d'une manière aussi bien rapide que brutale en l'espace d'environ 50 ans. Et Smout, en effet, se demande comment expliquer donc cette passivité des métayers écossais qui, voyant leur monde rapidement privatisé avec le mouvement des enclosures, commercialisé avec la création d'exploitations de plus en plus axées sur les rendements par des fermiers capitalistes, n'ont ni protesté devant les tribunaux comme les Anglais, ni eu recours à la violence comme les White Boys irlandais à la même période. Pour Smout, la réponse donc tient aux mœurs presbytériennes et ce calvinisme rural qui opère telle une force anti-radicale dans une Écosse aussi bien corsetée que docile. Il nous dit: How could there conceivably be any point in protest or revolt? If there were to be rewards, they would come in God's good time. And if there was to be vengeance, they would come in God's good time too. God was not to be mocked. Cette analyse, plus de 50 ans plus tard, continue de bien des manières de dominer l'historiographie de cette période de l'improvement, un mot que je vais traduire en français comme amélioration, mais qui est un concept omniprésent chez les penseurs des Lumières écossaises qui cherchent à mettre en pratique la recherche du progrès. La passivité ambiante des paysans continue d'être non seulement acceptée par les historiens, mais continue aussi de conditionner les travaux de recherche sur ce qu'on a appelé la first phase of clearance. C'est Alan McInnes qui est l'origine de ce terme. Donc, cette first phase of clearance débute en 1750 et dure jusqu'au radicalisme des années 1820. Et c'est une période encadrée donc par la défaite des troupes jacobites après la bataille de Culloden en 1746 et le début d'une phase plus intensive de clearance et d'émigration qui débute autour des années 1790 et qui ensuite explose après 1810-1820. C'est une période pendant laquelle les terres et les pratiques agricoles sont profondément transformées pour engendrer davantage de bénéfices, avec une nouvelle Improved Agriculture, qui s'oppose donc à une agriculture principalement vivrière et conservatrice, ou dite comme conservatrice. Pour les petits métayers qui occupent ces townships, des sortes de communes traditionnelles des Highlands, c'est un moment également associé avec ces clearances, donc l'expropriation des terres et le déplacement forcé sur les côtes pour laisser place aux moutons sur les pâturages des glennes et des vallées typiques du nord-ouest des Highlands. Étrangement, le rôle et les réactions de ces métayers des hautes terres à l'amélioration agraire n'a tout simplement été très peu ou pas recherché, avec l'exception des travaux de Robert Georgeson, laissant libre cours à ce que Christopher Whatley a appelé l'orthodoxie de la passivité. Ce paradigme qui constitue la base de l'histoire des clearances, au cours de laquelle les Highlanders sont d'abord vaincus à Culloden, puis exploités par les forces inéluctables presque du capitalisme agraire, avant d'être enfin expropriés donc après 1790. Et en reprenant le début de cette chronologie, donc des années 1750 à 1780, je souhaite revenir à la période qui suit Culloden et examiner de plus près comment les métayers des Highlands ont non seulement vécu l'amélioration agraire, mais aussi tenté d'en influencer les objectifs. L'objectif de cette présentation est de repenser l'improvement à la fois comme un produit imposé sur le paysage écossais, mais aussi comme un processus impulsé par les travailleurs et les travailleuses ruraux from below, à travers la négociation, la subversion et la contestation. Et j'espère de montrer deux choses. Premièrement, le monde rural écossais était bien plus dynamique, pragmatique et adaptable qu'on lui a donné crédit jusqu'à présent. Et deuxièmement, l'élite foncière écossaise
considérée comme maîtresse absolue des bêtes et des hommes dans l'historiographie, avait bien moins de pouvoir sur l'homme et sur la terre qu'on ne l'a reconnu jusqu'à présent. Mon étude de cas aujourd'hui est le sujet de ma thèse, que j'ai donc soutenue en janvier 2024, porte sur un groupe de 13 domaines situés dans les Highlands et qui appartenaient à des propriétaires jacobites. Ils sont donc confisqués par le gouvernement hannovérien après le soulèvement jacobite de 1745, d'abord avec le Vesting Act qui est passé en 1747, qui confisque plus de 40 domaines, et 13 d'entre eux, considérés comme les plus arriérés, entre guillemets, sont annexés définitivement en 1752. Tous ces domaines avaient des tailles et des compositions sociales assez variées, allant de Perth, celui le plus au sud, en bas de l'image que vous pouvez voir, qui est un domaine très grand, avec des populations qui parlent et l'anglais et le gaélique, à Coigé, le plus au nord-ouest, tout en haut, qui est une partie du domaine de Cromarty, qui est très petit, pauvre et quasiment exclusivement monolingue gaélique. Et mon doctorat, qui va donc paraître avec Edinburgh University Press cette année, je l'espère, a cherché à comprendre la manière dont furent administrés ces domaines pendant à peu près 30 ans par une commission d'administrateurs composée de propriétaires terriens, de politiciens, de juristes écossais, comme par exemple le père des Lumières écossaises, Henry Home, Lord Kames, et le secrétaire politique du Duke of Argyll, Andrew Fletcher, Lord Milton. Les membres de la commission, donc ce Board of Annexed Estates, appartiennent tous à cette élite écossaise qui dirige l'Écosse après l'Union de 1707. Et ces membres, en tout cas pour la plupart, adhèrent à un modèle de développement que je vais appeler ici conservateur, à comprendre avec des guillemets. Et ce mode conservateur vise à instaurer ce qu'ils perçoivent comme le progrès et la productivité économique, en encourageant l'industrie, les processus de privatisation et de commercialisation des terres afin de maximiser le capital humain et naturel des domaines. Ce faisant, les Commissioners of the Annexed Estates reflètent le push and pull qui domine cette période entre une volonté de préserver les Highlands comme une culture-région, pour reprendre l'expression de Charles Withers, caractérisée par une influence anti-féodale gaélique, et la transformer d'un autre côté, pour mieux abolir les frontières internes qui séparent les Highlands et les Lowlands. L'administration de ces domaines met donc en lumière un débat de société qui sépare encore à l'époque les partisans d'une agriculture commerciale plutôt débridée, basée sur des exploitations de moutons de plus en plus grandes et de bovins à grandes échelles, et ce, comme la majorité de ce Board of Annexed Estates, qui privilégient au contraire plutôt la préservation de la population et surtout qui ont très peur de l'immigration, qui est donc perçue comme un frein à la croissance. La Commission s'oppose ouvertement aux clearances, aux expulsions massives et également aux augmentations considérables de loyers, et privilégie plutôt les baux de longue durée et l'introduction d'industries nécessitant une forte main-d'œuvre. Cette approche, ou plutôt l'approche de la Commission à l'improvement, est assez essentielle, je pense, pour comprendre ensuite l'attitude des fermiers et des métayers aux réformes qu'ils tentent d'introduire, et surtout à leur capacité individuelle et collective à exploiter le désir de la Commission de protéger d'une certaine manière les Highlands d'un capitalisme agraire trop violent. Mais avant de retourner donc au rôle des paysans écossais, voici pour ceux et celles peut-être un peu moins familiers avec la classe paysanne des Highlands, les stratifications qui divisent le monde rural au XVIIIe siècle. Donc en haut de l'échelle, juste en dessous des grands propriétaires terriens, se trouvent les taxmen, que je vais appeler ici des fermiers, bien qu'ils ne possèdent pas leurs terres. Les taxmen possèdent des baux de fermage et sont généralement issus d'une branche cadette de la famille du propriétaire. Ils occupent pour la plupart de grandes exploitations qu'ils sous-louent ensuite à des métayers, et ce sont à eux de relever les loyers et d'imposer les taxes, les services féodaux au nom du propriétaire. Ensuite se trouvent les principal tenants, qui sont parfois aussi des taxmen. C'est là que ça devient complexe. Et ces principal tenants sont ceux et celles qui possèdent un bail aussi en leur propre nom
Mais quand la ferme est divisée en plusieurs parties, ils se nomment joint tenants. Après, il y a la grande majorité, plus de 80% du monde paysan, en tout cas avant 1780, sont celles et ceux qui n'ont pas de baux et résident sur les fermes des taxmen, donc ces fermiers et de ces principal tenants, en échange d'un loyer et de services donc féodaux, comme par exemple transporter leur bois, moudre le grain, etc., etc. Ceux-ci sont généralement décrits comme subtenants, et il y a dans un degré encore en dessous, il y a les crofters et les cotters, qui sont des classes, des catégories sociales différentes, mais ce sont en général des travailleurs agricoles qui ne doivent pas survivre sur le petit lopin qu'ils travaillent et n'ont pas plus d'une vache. Je vais maintenant me tourner vers les processus de négociation adoptés par ces métayers. Donc par métayer, je regroupe les subtenants, les crofters et les cotters, et les types de processus que ces personnes emploient pour améliorer leurs conditions de vie pendant la période de annexation. Cette citation de Patrick Saller, qui était un intendant ou le factor, estate factor, notoire du domaine de Sutherland qui est la victime des clearances les plus brutales de cette période après 1790. Et Patrick Saller écrit à son homologue tout aussi tristement célèbre qui s'appelle James Locke, qui est l'agent des propriétaires, des Stafford, et il lui dit « The people know right from wrong. They know their friends. They speak English. They cannot be deluded by the old taxmen who fatten on them. » Nous sommes en 1832, donc une période un peu plus tard que la mienne. Mais la raison pour laquelle j'ai choisi cette citation, c'est qu'il me semble qu'elle évoque deux choses. D'abord, l'hétérogénéité des paysages fonciers à cette époque de l'improvement, car ces paysages sont fondamentalement divisés entre ces taxmen et le reste du monde paysan. Ici, Patrick Saller décrit les taxmen comme d'affreux profiteurs, ce qui a été beaucoup repris par la suite dans l'historiographie. Mais il s'agit d'hommes et quelques femmes qui ont des réactions très diverses au capitalisme agraire. Mais surtout, ce que je tiens à souligner, c'est l'importance de dépasser ce récit de classe traditionnelle qui continue de dominer l'historiographie, qui oppose d'une part les grands propriétariats et de l'autre tout le monde paysan. Il s'agit en fait d'un monde profondément divisé et très complexe. Le deuxième point, c'est l'accent que met Patrick Saller sur la capacité d'intervention et donc d'action des métayers. Et l'idée selon laquelle ces derniers défendent ce qu'ils estiment être juste. They know right from wrong. Et donc c'est une différence marquée de la description habituelle de la classe paysanne pendant cette période qui est donc passive, apolitique et surtout réactionnaire. Ces deux points, il me semble, sont très importants pour la période de l'annexation et la loi de 1752, qui a sans aucun doute marqué le début d'une nouvelle ère en matière de gestion foncière, et surtout au cours de laquelle les différentes catégories sociales s'adaptent à un nouveau paysage marqué par l'éthique de l'improvement. En particulier, les habitants des domaines annexés comprennent très rapidement que, à travers leurs nouveaux propriétaires, l'État, le gouvernement anorérien en l'occurrence, s'accompagnent, avec leur introduction, s'accompagnent de nouvelles opportunités. Et les subtenants, surtout, ont profité de cette ère post-jacobite pour gravir les échelons sociaux en réclamant des baux. L'introduction des baux de fermage dans la plupart des domaines écossais à partir de la moitié du XVIIIe siècle est d'une certaine manière la clé de la révolution agraire. En effet, en Écosse, et surtout dans les Highlands avant 1750, la plupart des ruraux n'ont donc pas de baux. Ce sont des tenants at will, c'est-à-dire qu'ils occupent les terres à la discrétion des grands propriétaires terriens qui peuvent ensuite les sommer de quitter les lieux après une procédure légale extrêmement sommaire. Par contraste, l'introduction des long leases, donc, qui sont des baux longs entre 20 et 40 années selon les lieux, 8 ans si on a moins de chance, change totalement la donne. Car ces baux sont liés à des nouvelles obligations pour le métayer, telles que par exemple clôturer sa parcelle ou bien planter certaines graines, introduire certains légumes pour augmenter les rendements. On parle d'ailleurs de improving leases. La carotte pour les propriétaires terriens, pour motiver aussi bien que forcer le métayer à adopter ces pratiques dites
moderne ou improved, c'était donc une certaine forme de security of tenure, une sécurité foncière, si je peux employer le terme. C'est-à-dire l'assurance que les droits sur la terre ne soient pas contestés, à travers un droit de possession, et donc, vous l'avez compris, pas de propriété, de sa ferme ou de son lopin, garanti pour la plupart de ces métayers pour la première fois à l'écrit par un bail. Ces baux ont généralement été perçus par les historiens comme un grand avantage pour le propriétaire, qui possède à travers eux un moyen de domination supplémentaire sur ces métayers pour le forcer à adopter ces réformes. Mais l'introduction des baux ouvre aussi une nouvelle porte pour les métayers, en tout cas sur les domaines annexés. En effet, dans la plupart des métayers des domaines ne possèdent donc pas de baux, mais comprennent que ce passage à l'écrit est devenu indispensable pour conserver leur terre, pour survivre. Et les accords qui, par le passé, suffisaient à garantir les droits de possession, en tant que promesses aussi bien morales qu'éthiques que quasi légales, reconnues d'ailleurs, ces promesses verbales étaient reconnues dans certaines cours de justice, tout d'un coup, elles ne suffisent plus à garantir la sécurité foncière. Mais la loi de 1752 vient offrir une chance à ceux dans ces situations précaires, voire instables, qui peuvent tout d'un coup obtenir des assurances, des garanties de leurs nouveaux propriétaires, d'autant plus, on l'a déjà vu, que la commission est contre les clearances et, d'une perspective plus cynique, a également besoin d'une grande main-d'œuvre. Je vais commencer avec un exemple sur le domaine de Perth. Avant la loi de annexation de 1752, le propriétaire, James Drummond, propose des baux à ses résidents. Mais il augmente, généralement ça va ensemble, l'introduction de baux et l'augmentation des loyers. Il augmente tout de suite aussi les loyers dans les années 1740. Presque tous les résidents du domaine refusent d'accepter cette augmentation avant d'avoir pu make a test of their possession pendant une année. Et dès que le domaine change de main, donc que la loi de annexation passe en 1752, ils reprennent les négociations. Et lorsque le Board of Annexed States envoie des géomètres dans tous les domaines dans les années 1750, afin de procéder au remembrement et la reconfiguration de ces fermes, souvent donc divisées, éclatées en parcelles individuelles plus petites, produisant le type de carte que vous pouvez voir sur la diapositive. Mais voilà, les métayers refusent de nouveau d'accepter ce nouveau paysage, ainsi que leur nouveau loyer pendant 2 ans. Le géomètre est obligé de recommencer son cadastre à plusieurs reprises, et certains métayers vont jusqu'à déplacer les pierres qu'ils posent sur le sol comme un marqueur des nouvelles limites et des lignes bien droites de ces fermes. Finalement, des accords sont trouvés et les métayers signent ce procès-verbal que j'ai ici pour accepter leur nouveau lot. Dans d'autres domaines, la situation est exactement la même. Comprenant que l'annexation peut tourner à leur avantage, un flot de pétitions arrive dans les 4 coins des 13 domaines, au bureau de la commission à Édimbourg. La rhétorique employée est généralement la même. Les métayers offrent de improve, améliorer leurs parcelles, en échange donc d'un contrat écrit. C'est le cas des habitants du domaine de Cluny, qui exigent une garantie de maintien en possession pendant 7 ans, en échange de l'amélioration de leur ferme. Et ceci, il me semble, fait écho aux propos de Adam Smith, qui ont été pourtant oubliés dans La richesse des nations, qui attribue lui-même l'introduction des baux de fermage en Écosse au pouvoir de négociation des métayers. Et ce que la commission comprend, en tout cas, c'est que sans garantie, les métayers sont peu susceptibles d'améliorer leur terre. Et dans leur pétition, les métayers parviennent donc à exploiter cette promesse de l'improvement, une promesse qui est aussi bien socio-économique, un accès à une vie soi-disant meilleure à travers le progrès et le commerce, que dans le cas de mes domaines, une promesse politique. Les domaines sont maintenant tenus par la couronne et donc sujets à la bienfaisance de Sa Majesté, pour justement accéder à des privilèges socio-économiques sans précédent. De la même manière, 1752 permet une sorte de renversement social en permettant à ceux et celles tout en bas de l'échelle sociale, les subtenants,
de challenger le pouvoir des taxmen. Pendant cette période de l'improvement, les taxmen en particulier voient leur position sociale très menacée à travers toutes les Highlands. Ils sont généralement représentés, on l'a vu, par les improvers comme un vestige féodal d'un monde clanique, des profiteurs qui abusent de leur contrôle des terres pour infliger notamment des loyers élevés qu'ils empochent. La commission des domaines annexés, à l'instar de leurs contemporains, cherche à se débarrasser à tout prix de ces taxmen pour louer directement les terres aux métayers. Dans le domaine de Coigach, tout au nord de Ullapool, pour ceux qui connaissent l'Écosse, un conflit éclate en 1756 entre les petits métayers du clan MacLeod et les fermiers taxmen Mackenzie à travers une guerre de pétition. Les taxmen sont accusés, entre autres, d'exiger des loyers exorbitants, des services indus et surtout d'empiéter sur les pâturages communs, les commons du village et de les privatiser. Le principal instigateur de la contestation, un petit métayer qui s'appelle Roderick MacLeod, adresse alors une pétition à la commission qui déclenche une longue enquête sur les abus de ces taxmen Mackenzie. Dans sa pétition, qui est reproduite ici, Roderick indique clairement qu'il considère l'annexion des domaines comme un moyen de mettre fin à la dépendance des sous-locataires envers les fermiers et de réparer une injustice historique en restaurant l'ancienne influence du clan MacLeod. Il écrit « Thus a few persons enrich themselves with the spoils of and with impunity tyrannize over a number of other families. And if we must pay grasums and augmentations, let it be to his majesty rather than to our little tyrants at home, from whom we cannot secure our properties and hardly our skulls. » Je dois préciser que ce genre de langage est assez rare par son audace, mais que cette pétition est fascinante pour l'accès qu'elle nous offre aussi à la type de la rhétorique employée par des petits métayers tels que Roderick, qui est, on peut le deviner à travers l'argent qu'il paye pour son loyer, très pauvre. La référence à la récente rébellion jacobite, dans un premier temps, associe les abus des taxmen Mackenzie à une forme de continuation du conflit, en établissant un parallèle direct, il me semble, entre leurs abus féodaux et la déloyauté ambiante de la région entière. Et dans un deuxième temps, Roderick rappelle à la commission des domaines annexés sa mission civilisatrice dans les Highlands en comparant son statut de métayer à son statut de sujet, loyal, lui, à sa majesté. Il le dit, il souhaite payer son loyer à la couronne et plus à ses taxmen. Il convient de préciser que Roderick est illettré et parlait probablement pas ou peu l'anglais, sa langue étant le gaélique. Sa pétition, qu'il a d'abord exprimée en gaélique, a ensuite été traduite, on le sait, par quelqu'un qui s'appelle Duncan Campbell, qui était un membre de la garde municipale d'Édimbourg, ce qui suggère également que Roderick a voyagé tout au nord-ouest, c'est le domaine que j'avais pointé au début, tout au nord-ouest de l'Écosse jusqu'en bas, jusqu'à Édimbourg, pour faire traduire sa pétition, et avec l'aide de son homonyme, un autre Roderick MacLeod, un avocat à Édimbourg. Malgré tout ça, il est clair que Roderick était déterminé à faire entendre sa voix. Et après une longue enquête, la commission tranche en sa faveur. Récompensé pour ses efforts, il devient King's Tenant, locataire du roi, en 1756. Et il verse à partir de 1756 donc son loyer directement à la couronne. Un renversement des structures sociales qui est manigancé non pas par la couronne, qui veut se débarrasser des taxmen, mais bien par les métayers. Abordons maintenant la notion de subversion. Nous avons déjà, je pense, évoqué plusieurs cas, mais je souhaite ici me concentrer plus précisément sur l'utilisation du droit et des politiques foncières à des fins contraires aux objectifs du gouvernement hanovérien, c'est-à-dire à des formes de détournement du pouvoir de la couronne au profit des intérêts des métayers. La citation est de John Forbes, qui est un factor, le régisseur des domaines de Lovat et Cromarty, qui déclare à la commission en 1750 que les métayers des domaines annexés visaient
à anticiper les faveurs que le gouvernement leur réservait et refuseraient bientôt de payer tout le loyer. Ce que Forbes tient à souligner, c'est le regain de confiance qu'il observe chez les métayers et dans l'ensemble des domaines annexés après 1752, qui comprennent donc que si l'annexion est le fruit de la loi, alors inversement, à l'inverse, ils peuvent utiliser cette même loi, Annexing Act de 1752, pour obtenir des avantages, tels la sécurité d'occupation, dont nous venons de parler à travers les baux, mais aussi de contourner certaines de leurs obligations foncières en payant un loyer réduit, voire nul. Il faut d'abord commencer par dire qu'il n'y a pas eu d'augmentation de loyer massive dans le domaine annexé, contrairement au reste des Highlands, sous le contrôle de ces chefs de clan devenus landlords. Des comparaisons avec des domaines voisins de Glengarry et de Gordon montrent que, alors que les loyers à Barrisdale, qui est un domaine annexé, augmentent de 21% en 1774 et de 45% à Lochiel, Glengarry connaît, lui, une hausse de 170% à la même période. Une comparaison similaire entre le domaine de Cluny et les terres des Gordon, qui sont juste à côté, a conclu que les métayers étaient bien mieux lotis sur les terres de la couronne que dans le domaine privé tenu par les Gordon. Alors que les loyers ont augmenté de 200% chez Gordon, ils n'augmentent que de 25% à Cluny. Ce que ces chiffres nous racontent, c'est d'abord que les membres de la commission voient les habitants des domaines comme sujets de Sa Majesté et donc protégés d'une certaine mesure, tout est relatif, d'un capitalisme agraire trop agressif. Et donc, on l'a dit que le type d'improvement défendu pendant cette période de annexation oscillait encore une fois entre cette volonté de transformer et de préserver. Il faut augmenter les loyers, mais pas trop. Ces loyers, donc modérés, sont le fruit également de tactiques subversives de la part des métayers, qui, je l'ai déjà dit, comprennent très tôt les bénéfices apportés par leur nouveau statut, King's Tenants. Et pour comprendre ce qu'il se passe, il faut repartir un petit peu en arrière dans les années 1740. Après l'adoption du Vesting Act en 1747, qui permet donc à la couronne de confisquer plus de 40 domaines, la plupart des propriétaires fonciers, jacobites ou non, s'y opposent en masse, car beaucoup d'entre eux perdent des privilèges fonciers. Ils s'y opposent en évoquant le Clan Act, qui était passé à la première rébellion jacobite de 1715, mais qui est toujours valide dans les années 40. Cet acte permet aux propriétaires, pouvant prouver leur loyauté à la couronne, de reprendre possession soit d'une partie de leur terre, soit, dans la plupart des cas, de revendiquer certains privilèges féodaux. Ce qui n'a pas été ou peu recherché, c'est la manière dont les métayers eux-mêmes, et même les sans-terres, utilisent cette loi de 1715 en proclamant leur loyauté au régime de Hanovre et en utilisant leur statut de King's Tenants après 1752 pour éviter de payer leur loyer ou d'en payer moins. C'est le cas du domaine de Cluny, où les loyers restent impayés pendant 7 ans. Certains, on le sait, sont redirigés vers les poches des propriétaires jacobites ou plus fréquemment leurs veuves. Mais ce genre de tactique continue pendant de longues années, et bien après le déclin de l'influence du jacobitisme dans les domaines. Ce qui suggère que le soutien aux anciens propriétaires et ou au jacobitisme n'est pas la seule motivation, et plutôt que les métayers cherchent directement à exploiter leur nouveau statut. C'est une stratégie qui fonctionne à l'usure, puisqu'après un certain nombre d'années, les sommes à repayer deviennent trop importantes. Et éventuellement, de nombreux locataires sont contraints de comparaître devant des tribunaux et de conclure des accords par lesquels ils payent une toute petite partie de la somme due plutôt que de la totalité. S'ils devaient payer la totalité, ce serait des mass clearances, ce que évidemment la commission ne veut pas. C'est une perte importante de revenus pour les domaines annexés. Mais l'opposition la plus soutenue et la plus vigoureuse aux actions de la commission vise principalement les expulsions, les clearances. Comme je l'ai indiqué, le Conseil est contre les clearances. Mais il y en a quand même à travers les domaines, généralement à petite échelle, qui visent à expulser une famille pour la reloger à un autre lieu.
les résidents du domaine ont recours à diverses tactiques pour rester en possession de leurs terres. Ça va à écrire des pétitions, aux actions en justice, en passant par le squattage. Il est important de souligner la diversité de ces méthodes employées pour opposer les expulsions. Car le grand historien écossais, Eric Richards, a identifié plus de 50 cas d'opposition aux expulsions entre 1790 et 1820. C'est un des seuls qui a vraiment travaillé sur ce sujet. Mais Richards lui-même décrit ces actes comme principalement réactionnaires, éphémères, alors que les recherches sur l'opposition aux expulsions avant 1780 sont inexistantes. A l'inverse, la pluralité de réactions aux expulsions dans les domaines annexés suggère que les formes d'opposition vont bien plus loin de ce qu'a décrit Richards et étaient sophistiquées, associant les pétitions, les actions en justice et l'occupation des terres. Lorsqu'ils reçoivent un avis d'expulsion, les métayers adressent presque systématiquement une pétition à la commission pour s'en plaindre. Ça cause un problème administratif d'ailleurs. Souvent, les pétitionnaires emploient un langage respectueux, soumis, mais certains locataires n'hésitent pas à invoquer leur statut donc de King's Tenants pour se protéger. Pétitionner était donc une forme d'interaction avec l'État et les métayers pouvaient jouer de leur situation. Comme par exemple Mrs. Elizabeth Fraser du domaine de Lovett, qui après avoir été notifiée de son expulsion, fait remarquer que son mari, étant absent, sert son pays en Amérique du Nord. Nous sommes en 1758, donc en pleine guerre de 7 ans. Utilisant sa situation comme argument contre son expulsion, Elisabeth observe que c'est une citation, je cite, « la tyrannie arbitraire dont elle et les autres métayers sont victimes risque davantage d'en faire des ennemis du gouvernement que de susciter leur loyauté ou leur sympathie. » La formule montre clairement qu'Elisabeth inscrit son expulsion dans un contexte plus large, qui est la dépendance à court terme de l'État envers les Highlanders pour soutenir l'effort de guerre, ils ont besoin d'eux comme chair à canon, mais aussi de sa volonté de s'assurer la loyauté de la région sur le long terme. Plus extraordinaire est la pétition de John MacLeod, un voisin de Roderick dont nous avons déjà parlé, qui, confronté également à un avis d'expulsion et aussi d'accusation de déloyauté, on dit qu'il est jacobite, écrit qu'il a le, je cite, « privilège inhérent à tout sujet britannique, libre de Grande-Bretagne, d'être pleinement entendu et jugé légalement. » Et il suggère également que le factor, le régisseur du domaine, devrait mieux gérer les domaines, je cite, « sans distinction entre pauvres et riches ». Nous sommes encore dans les années 1750, on est bien loin de l'influence de Tom Paine et autres qu'on ressent dans les pétitions à partir des années 1790. Mais on ressent ici, il me semble, l'influence de la rhétorique Whig libérale, même dans les coins les plus, disons, reculés des Highlands. Ce qui ressort aussi très fortement des deux pétitions, celle de Elizabeth et celle de John, c'est cette idée qu'ils appartiennent tous les deux, non seulement à une communauté paysanne à l'échelle locale, mais aussi à une entité politique à l'échelle régionale et même nationale, en établissant un lien direct entre leur situation personnelle, leur expulsion, et leur position en tant que sujet de la couronne britannique. Il me semble que nous sommes bien loin de la description d'une campagne apathique, apolitique, qu'on retrouve dans la plupart des livres d'histoire. Peut-être plus surprenant, surtout si on en croit cette fameuse citation qui a été beaucoup reprise, « The poor had no lawyers », ça nous vient de Cosmo Ennes, et c'est devenu le titre d'un livre, d'un best-seller du politicien académique Andy Whiteman. C'est l'utilisation, en tout cas dans les domaines annexés, massive d'avocats par les résidents des domaines. Et encore une fois, j'insiste, à tous les niveaux des catégories sociales. On parle bien sûr ici de petits avocaillons qui sont basés dans les campagnes. Certains ne sont pas vraiment qualifiés. Certains font semblant d'être avocats pour se présenter devant les tribunaux. Mais il n'empêche qu'ils se présentent souvent et apparaissent très fréquemment dans les pétitions en signant la pétition pour le métayer, soit comme agent of the tenant ou doer for John Smith. Les Écossais, toujours maintenant, sont un peuple assez procédurier. Et l'importance de la loi renforce l'identité nationale. C'est d'ailleurs une des spécificités écossaises qui est protégée par l'Union de 1707, avec évidemment l'éducation
et la religion. Cette importance de la loi qui permet aux propriétaires d'exproprier, qui permet au capitalisme agraire de progresser aussi rapidement dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, permet aussi à l'inverse aux métayers et même à ceux qui sont des crofters, des cutters, de contester leurs expulsions aux tribunaux. En effet, les métayers menacés d'expulsion ne cherchent à obtenir un autre logement qu'après avoir épuisé tout autre recours. J'ai commencé à observer une certaine régularité dans les méthodes employées, qui constitue presque un guide officieux pour éviter son expulsion. Premièrement, lorsque le métayer reçoit son avis d'expulsion, il engage immédiatement un agent ou un avocat pour rédiger une pétition à la commission et généralement à la cour de justice qui cherche à l'expulser. Donc, ça dépend, généralement c'est the sheriff court, ça peut être the barony court. Son avocat, son agent, produit ensuite des défenses en appel, ça peut durer des années, devant donc ces tribunaux, la sheriff court, les barony court, et ça peut remonter jusqu'à l'étape numéro 3, qui sont des appels soumis à la Court of Session. Donc, le droit écossais est assez complexe, mais grosso modo permet de contester des décisions qui ont été rendues dans les tribunaux dits inférieurs, donc sheriff courts, barony courts, en présentant une requête soit de suspension ou advocation, donc plaidoirie, devant donc la Court of Session, qui est la Cour suprême civile d'Écosse. La requête en suspension permet de suspendre la procédure pendant environ 1 an et donc oblige le propriétaire de recommencer l'action d'expulsion 1 an plus tard. Donc dans le meilleur des cas, le métayer entre guillemets, gagne, mais dans le pire des cas, il réussit à rester dans sa ferme pendant 1 an de plus. Ces mécanismes légaux permettent aux métayers menacés d'expulsion la possibilité de contrecarrer les propriétaires et de retarder, encore une fois, c'est une stratégie qui vise le délai et l'usure, similaire au non-paiement des loyers. C'est le cas de William Dow, qui est un métayer du domaine de Perth, et son cas illustre la difficulté que ces appels pouvaient engendrer pour ses landlords. Dow est expulsé de ses terres en 1768. Sa ferme est relativement modeste. Il paye un loyer annuel de 5 livres. Donc on n'est pas tout à fait au bas de l'échelle, mais c'est quelqu'un de modeste. Pendant les 10 années suivantes, Dow tente de retrouver ses droits à sa ferme, non seulement à travers une confrontation musclée avec l'officier de sheriff qui vient le déloger, qui reçoit une avalanche de pierres, ainsi que par des tactiques légales en rédigeant des pétitions, j'en ai compté au moins 4 à la commission, et en attendant des actions dans les cours de justice, au moins pour l'instant de ce que j'ai trouvé, dans la Sheriff Court de Dunblane et ensuite dans la Cour de Session. Il lance également pas moins de 4 procédures juridiques et en appel jusqu'à 1779, donc 11 ans après avoir été expulsé. Et ici, je voudrais vraiment vous alerter une fois de plus sur la diversité des méthodes employées, qui ne sont pas des méthodes soi-disant réactionnaires, celles dont a parlé Eric Richards, et donc du paysan qui utilise ses poings, ou pour William les pierres, mais aussi des appels sophistiqués en passant par les tribunaux. Et ceci nous amène à mon dernier thème, la contestation. Dans les Highlands, les modes d'opposition aux clearances sont intimement liés à l'attachement assez particulier que portent les Highlanders à leur terre natale, souvent exprimé d'ailleurs dans la poésie de cette période. Dans les pétitions et dans la poésie gaélique, le lien des métayers à la terre est généralement exprimé à travers des prétentions ancestrales et par le concept presque intraduisible en anglais comme en français de duchess, qui invoque un lien indéfectible entre son lieu de naissance et son identité, aussi bien à l'échelle individuelle que collective. Je pense que c'est une idée qui est d'une certaine manière évoquée dans cette phrase de Alex Brake McGregor, qui est un métayer du domaine de Strohan, et qui, expulsé après seulement avoir ramassé quelques bouts de bois dans la forêt, déclare qu'il would rather live on a mere trifle of land thus situate than take a farm anywhere else.
Ce rapport émotif à la terre n'est pas seulement exprimé à l'écrit, mais aussi reflété dans les modes de contestation employés par les métayers, qui manifestent leur opposition au capitalisme agraire. L'opposition aux expulsions de la ferme de Banavi offre une étude de cas particulièrement intéressante, non seulement des batailles juridiques qui ont suivi les clearances, les expulsions, mais aussi de la résistance au processus de modernisation et d'amélioration agraire. L'affaire débute en 1763, lorsque Henry Butter, le régisseur, le facteur du domaine de Lock Hill, qui se trouve aux alentours de Fort William, est accusé de surstocker sa ferme. C'est la ferme de Corpac. Vous pouvez voir ici. C'est-à-dire, surstocker, il stocke plus de bétail que celle-ci ne doit accueillir. Butter, le facteur, est également un éleveur de moutons. Et, toujours soucieux d'agrandir ses terres, se plaint d'incursions incessantes du bétail de ses voisins, la ferme de Banavi, qui est juste à votre droite, ici en haut, de la ferme de Banavi et du bétail de ses voisins dans la ferme de Banavi dû à l'absence de clôture. Butter complote alors pour s'emparer d'une partie de cette ferme de Banavi pour agrandir la sienne de Corpac, ce qu'il ne parvient pas à faire. Mais, malgré tout, la ferme finit par être divisée en 3 parcelles 2 ans plus tard, et il offre une de ces parcelles à un de ses protégés, qui s'appelle Charles Stewart. Une fois que la ferme est divisée en 3, il faut donc construire une clôture. Et une digue de terre et commence à être construite, qui sert souvent de clôture peu coûteuse à l'époque. Les métayers de Banavi, enfin ceux qui en restent, s'opposent d'abord à la construction de cette digue en refusant de la financer. Mais Charles Stewart, le protégé donc du régisseur Henry Butter, construit la digue malgré l'opposition. Et à sa surprise, quelques jours plus tard, revient et constate que la digue a été détruite. Il écrit alors une pétition à la commission en expliquant qu'un grand groupe de femmes et d'hommes de tous les alentours du domaine étaient venus, je cite, dans une scène de tumulte et détruisirent la digue qui les séparait et la rasèrent. Suite à cet événement, des ordres d'expulsion sont bien sûr émis, mais 2 des métayers refusent de quitter les lieux. Leur agent, leur avocat, tente d'opposer leur expulsion avec une motion de suspension, donc ça passe d'abord par la Sheriff Court et continue le processus à la Cour de Session, dans lequel l'avocat présente la destruction de la digue comme un symbole, je cite, c'est important, la nature symbolique de leur protestation est même reconnue dans la défense. Donc c'est un symbole du désaccord de ces métayers qui, d'après lui, ne méritent guère d'être expulsés car ils payent leur loyer régulièrement et sont donc aussi des King's Tenants. Les métayers de Banavi sont malgré tout expulsés, mais cette affaire illustre la manière dont les petits métayers pouvaient s'unir pour opposer l'improvement. Pourquoi s'unir ? Car les 4 métayers qui adressent un appel au tribunal ne payent qu'entre 15 et 30 shillings de loyer. Donc on est dans une pauvreté assez abjecte. C'est un montant très très faible, qui est presque le plus en bas de l'échelle. Et ça montre que l'assistance d'un avocat, qui a forcément dû être payé par un rassemblement des ressources, peut-être de ces 4 personnes, peut-être un rassemblement plus collectif, on ne peut que le deviner, de cet avocat donc qui a été indispensable à chaque étape, malgré donc le fait qu'il soit expulsé malgré tout. Et ça démontre qu'en réalité, même les poor did have lawyers, et que ces pauvres disposent de moyens de défense relativement sophistiqués et parfois, pas dans ce cas, mais parfois efficaces, pour exercer une pression sur l'administration des domaines. De l'exemple de Banavi, et je l'espère des autres exemples que j'ai évoqués aujourd'hui, on peut tirer 2 grandes conclusions. D'abord, loin d'être le signe d'une société passive, la fréquence des pétitions, des actions juridiques et le contexte plus large des réactions à l'amélioration agraire dans l'Écosse de la deuxième moitié du XXe siècle révèlent que les habitants des domaines annexés bénéficiaient d'un remarquable sentiment de légitimité en tant que métayers et en tant que sujet de la couronne. Et les exemples présentés ici confortent l'idée que les métayers ont participé, même de manière inégale,
au processus de l'improvement, à la fois en négociant avec leurs supérieurs, mais aussi en résistant ce nouvel ordre agraire. Deuxièmement, une partie des Highlanders a résisté aux améliorations de manière bien plus sophistiquée, continue et efficace qu'on ne le pensait jusqu'alors. Cette opposition ne se limitait pas aux expulsions, mais comprenait également la revendication de droits communautaires et fonciers par la négociation de baux ou de meilleures conditions de vie. Et dans un monde majoritairement monolingue où les mécanismes de justice sociale étaient limités par le recours aux interprètes et aux traducteurs, les métayers de domaines annexés, y compris dans les régions les plus à l'ouest comme à Colgate, comme Roderick et John MacLeod, ont su défendre leurs intérêts avec succès. Ces résultats font actuellement l'objet d'un approfondissement dans le cadre d'un nouveau projet qui est financé par le Leavelium Trust pour les 3 prochaines années. Il nous reste 2 ans de financement. Ce projet, qui est donc basé à University of the Highlands and Islands, est dirigé par Ian Robertson et Carl Griffin, qui est à l'Université of Sussex, et moi-même, vise à étudier les formes de la résistance rurale dans les Highlands à travers la première étude comparative et systématique, surtout, de l'opposition à l'improvement dans 5 régions. Argyll, la péninsule d'Argyll, l'île de Lewis, la région de Strathspey, Speyside pour ceux qui aiment le whisky, Perthshire et Caithness, tout au nord. Il s'agit principalement d'un gros travail d'archives, j'ai l'impression d'habiter presque au National Records of Scotland en ce moment, qui cherche à approfondir les conclusions basées sur mon étude des domaines annexés en utilisant d'autres archives d'autres domaines et les archives des tribunaux qui va des barony courts locales, des regulatory courts même, des sheriff courts et évidemment la Court of Session. Des tendances communes commencent déjà à se dégager environ après 1 an de recherche. Notamment, par exemple, l'importance des années 1770, qui est une période charnière marquée particulièrement par de mauvaises récoltes, qui entraîne une insécurité alimentaire et, dans certaines parties des Highlands, une famine. En ces temps précaires, et comme d'ailleurs l'a magistralement expliqué Marianne McLean dans son People of Glengarry, les Highlanders émigrent, surtout d'ailleurs les catholiques, les Highlanders catholiques. Ils émigrent pour chercher de meilleures conditions de vie au Canada, en général en Amérique du Nord, mais aussi l'immigration est, dans les années 1770, une forme de contestation du capitalisme agraire. Ceux qui restent, et ceux qui restent m'intéressent presque plus, s'appuient sur leur pouvoir de négociation pour exiger des réductions de loyer et des meilleures conditions de vie, exactement comme j'ai pu le constater dans les domaines annexés. Et l'opposition peut aussi parfois être plus directe. Donc, par exemple, à Kintyre, qui est le sud de la péninsule de Argyll, le duc augmente énormément les loyers dans cette période, dans les années 1770, et introduit même des colons anglais dans ces domaines. Mais cela suscite de grandes protestations. Certains métayers se regroupent même dans une sorte de coopérative, ce que je vois pour la première fois en tout cas, pour empêcher que les meilleures fermes ne tombent dans les mains de ces colons, anglais donc. Une autre tendance qui commence à apparaître après 1 an, dans toutes nos études de cas, est l'opposition féroce à la privatisation et au remembrement. Outre la fréquence des social crimes à la Eric Hobsbawm, tels que le vol de bois, l'intrusion dans les pâturages récemment privatisés, etc., les habitants des domaines brisent des digues, comme à Banavi, on l'a vu, et des clôtures et autres enclos, et squattent des terres agricoles et des commons bien avant les raids fonciers beaucoup plus connus des années 1880 et surtout après la Première Guerre mondiale, 1920. Et à ce jour, nous avons déjà recensé des dizaines de cas, comme par exemple, je ne vais pas résister à un autre exemple, en 1769 à Arkinglass, dans l'Argyll, où un métayer qui se nomme Walter Macfarlane, je cite, de la manière la plus effrontée et illégale, a brisé et volé le bois de l'enclos qui bloquait donc l'accès à son bétail. Sur l'île de Sanda, cette toute petite île qui est à 3 km de la côte sud de Kintyre, un groupe de métayers va plus loin en 1790 en prenant possession de l'île par la force pour faire valoir son droit de pâturage. Et les habitants de Sanda refusent de quitter les lieux, ce qui entraîne une longue procédure judiciaire devant la Sheriff Court et, vous l'avez deviné,
engagent un avocat pour défendre leurs droits. Et si l'histoire de la résistance aux enclosures est pratiquement méconnue en Écosse, hormis le courageux défi lancé par les Galloway Levellers dans les années 1720, ces exemples confirment largement notre intuition, qui est que les expériences et la réaction des métayers face à la privatisation n'étaient en fait pas si différents de celles de ceux de leurs voisins du Sud en Angleterre. Et notre objectif donc est de démontrer que les populations qui travaillaient la terre et la mer n'étaient pas passives, mais au contraire adaptables et très flexibles face aux changements et que leur lutte se déroulait aussi bien dans les tribunaux que sur le terrain dans les domaines.